Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse en priorité au Master 1 de la promo 2025 pour la correction du contrôle continu de la semaine dernière. Alors, quelques mots déjà sur le langage qui nous est donné en énoncé. On voit ici qu'on a une catégorie pour les expressions, une catégorie pour les instructions. On voit également qu'on a deux types pour les expressions, donc soit int, soit letter. Les entiers sont définis comme une suite de chiffres simplement. Les programmes sont des suites d'instructions et les lettres sont juste des caractères, des lettres en minuscules ou majuscules. Les identifiants ici sont composés de caractères seulement. Donc c'est un langage vraiment simpliste pour l'exercice. On voit également qu'on a des opérateurs, donc un opérateur toLetter, un opérateur toInt. Bon, le nom nous laisse deviner un peu à quoi ils servent, mais on sait juste que c'est des opérateurs unaires pour l'instant. On peut additionner deux expressions et on a une expression read. Et bien sûr, les identifiants. Pour les instructions, on a une conditionnelle à une seule branche, l'impression, la boucle while, la déclaration, okay, donc un type suivi d'un identifiant, c'est une déclaration, une affectation, identifiant égale suivi de expression, et des suites d'instructions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un langage pour rajouter les fonctions? C'était le sujet du premier exercice. Donc, on doit rajouter des choses simplement dans la syntaxe pour ce qui nous est demandé pour l'instant. Alors, pour les déclarations, c'est assez simple. Il suffit de les faire précéder d'un type. Donc par exemple, pour faire int f, comme dans l'exemple, un identifiant pour f. Alors dans plusieurs copies, on met simplement la lettre f, donc c'est intéressant, mais ça ne permet pas d'utiliser des fonctions qui ne s'appellent pas f, donc ça marche pas très bien. Puis une suite de types identifiants, ok, on peut en avoir plusieurs, donc quelque chose comme ça, type suivi de identifiant un certain nombre de fois, et puis ensuite une instruction, c'est-à-dire le bloc de la fonction, okay, qui est une suite d'instructions quelconque. Alors j'ai pas besoin de noter que ça peut être une suite d'instructions entre accolades éventuellement, puisque le bloc, la suite d'instructions ici, existe déjà dans ma syntaxe. Donc là ça suffit. Alors une petite variante, c'est de mettre dans cette suite d'instructions le return. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le bloc de fonction se termine forcément par un return. C'était pas interdit par l'énoncé, donc pourquoi pas. Donc return suivi d'une expression quelconque. Si donc ça c'est une instruction, c'est une déclaration de fonction. Si on n'a pas mis return dans la déclaration de fonction, eh bien il faut rajouter return suivi de exp. Il faut que nos fonctions puissent retourner quelque chose. On précise que c'est des fonctions qui retournent systématiquement. Donc voilà, ça c'est déclaration et retour à glisser dans les instructions. Et bien sûr, les fonctions, il faut pouvoir les appeler. Ça a été souvent oublié, mais une fonction qui ne peut pas être appelée ne sert à rien dans le langage et ne peut pas être utilisée. Donc, il faut rajouter dans les expressions l'appel. Alors, l'appel, c'est quoi? C'est le nom de la fonction et les paramètres. Et les paramètres, c'est juste des suites d'expressions. Voilà, on peut le noter comme ça. Par exemple, ça, avec voilà, les parenthèses, quelque chose comme ça, ça suffisait. Donc c'est les trois éléments principaux dont il y avait besoin dans la syntaxe. Voilà pour cette première question. Donc il y avait trois éléments à rajouter. Alors petite précision quand même, j'ai pas été sévère là-dessus, mais remarquez qu'on précise que les fonctions doivent toutes être déclarées au niveau du programme. Donc si on veut rigoureusement suivre la syntaxe pour que nos programmes soient bien formés, un peu comme dans ceux du TP, eh bien, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est non pas mettre les déclarations de fonction dans les instructions, mais fun par exemple, qui contiendrait exactement cette ligne-là uniquement. Et comme les fonctions sont définies au niveau du programme, je repréciserai que
Le prog, c'est non pas instruction, mais déclaration de fonction. Donc comme ça, le programme est juste une suite de déclarations de fonctions. Alors si on veut qu'ils contiennent aussi des instructions, genre déclaration de variables locales, on pouvait les mettre ici aussi. Ça, c'était pas, ça changeait rien. Voilà, là on met plus ou étoile selon si on veut autoriser que ce soit vide ou non. Ça, c'était pas précisé. Donc voilà pour cet exercice. Passons maintenant à la question suivante. Considérons un extrait de code. On doit noter ce à quoi ressemble la table des symboles à l'issue de sa construction. Donc c'est le table builder, un des deux visiteurs qui permettent de faire la vérification de type. Je vous renvoie au cours pour les détails des algos. On nous précise que les signatures de fonctions doivent être présentes dans la table et que la table associe chaque nom de fonction à sa signature. Donc ça c'est en plus des variables et de la gestion des blocs. Si vous avez regardé le code du TP3, c'est comme ça que la table est implémentée. Alors, à quoi ressemble cette table des symboles ? Il y a deux parties à cette table. Il y a la partie fonction qui contient l'association de f à sa signature. Donc sa signature c'est int et puis la liste de letter, etc. Voilà, donc la signature de la fonction qui est précisée ici dans l'énoncé. Deuxième partie, variable. Alors pour les variables, on se rappelle qu'on a la notion de bloc qui est importante. Alors comment était présentée la table des symboles dans le cours pour les blocs ? Eh bien, vous vous rappelez qu'on avait une map de map dans l'implémentation Java, c'est-à-dire que pour chaque bloc, on a une table qui associe la variable à son type, pour rappel. Donc on a combien de blocs ici ? Eh bien on a le bloc pour f, mettons, bloc, je vais l'appeler 1. On a le bloc pour le while, que je vais appeler bloc 2. Le bloc pour le premier if, que j'appelle 3. Et le bloc pour le deuxième if, que j'appelle 4. Okay ? Alors le fait que les blocs soient imbriqués n'apparaît pas dans la table des symboles. L'imbrication des blocs, elle est gérée par une pile dans les algos. Si vous vous souvenez bien, d'ailleurs la question 2 vous demande l'évolution de la pile, donc on reste bien dans ce mécanisme-là. Alors, on a le bloc 1 qui du coup est associé à une première table. Alors cette table, qu'est-ce qu'elle contient ? Ici, il fallait rien oublier. Il ne faut pas oublier que quand on rentre dans une fonction, ces paramètres, ils apparaissent dans l'environnement du corps de la fonction. C'est-à-dire que juste pour raisonner logiquement sur son fonctionnement, le fait que C soit de type lettre est utilisé ici dans le corps de la fonction. Donc la table des symboles doit bien contenir ces infos. Donc on va avoir C de type letter, N de type int, et puis I de type int aussi. Ok, donc on a les paramètres qui sont mis dans le bloc comme s'ils étaient déclarés à l'entrée du bloc pour qu'ils puissent être utilisés au même endroit. Ok. Ensuite on a le bloc 2 qui contient S de type letter puisque c'est déclaré au niveau du bloc 2 et c'est tout. Voilà pour cette table. Le bloc 3 qui contient une déclaration de J ici comme entier, int, et c'est tout. Et enfin le bloc 4 qui contient J mais déclaré cette fois comme lettre. Ok, donc en fait les deux variables J ici ne sont pas la même variable. Si elles ont le même nom, c'est par hasard, mais du point de vue de leur utilisation, de leur type et de leur statut dans l'environnement, c'est deux choses distinctes. Donc la table des symboles, voilà, ça suffisait. Il fallait rien oublier. Il fallait pas que l'imbrication soit représentée dans la table des symboles, puisque ça ça va à l'encontre de la façon dont on implémente la vérification, justement, puisque ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de piles et qu'on aurait vraiment une structure autre que celle que l'on a vue ensemble. Voilà. Deuxième question, quels sont les blocs de la pile dans l'ordre où ils sont visités? Eh bien là c'est pas très compliqué, il faut suivre le type checker pour voir quel est son état. C'était une variable qui s'appelait current block ou quelque chose comme ça dans le TP. Nous devons donc commencer avec une pile
qui est, disons, vide avant de rentrer dans le premier bloc. Bon, si vous ne mettiez pas cette première étape, c'était pas très grave. Ensuite, il rentre donc dans le bloc 1, puis il rentre dans le bloc 2. Donc il empile le bloc 2 par-dessus le bloc 1, ce qui fait que quand il va chercher une variable, il va d'abord regarder le sommet de la pile, donc regarder si elle est présente dans le bloc 2, puis si elle est présente dans le bloc 1, c'est ce qui représente l'imbrication, rappelez-vous. Ensuite, on a le bloc 3 qui est intégré à son tour. Ensuite, on sort du bloc 3, donc le bloc 3 est dépilé, puis on rentre dans le bloc 4, et là, on a presque fini, il faut juste dépiler, sortir des blocs un par un. Et la pile se retrouve à nouveau vide quand on a fini de parcourir tous les blocs. Ou l'état où elle se retrouve dans l'état où elle était avant qu'on rentre dans le bloc F, si on imagine qu'on est à l'intérieur d'un plus grand programme qui peut également contenir des déclarations. Donc il restait une question, écrivez les méthodes de visite du type checker pour les nœuds suivants, donc l'algorithme qui fait la vérification de type à proprement parler. On suppose que le reste du programme est déjà codé comme en TP, c'est ce qui va permettre de faire l'appel récursif. On suppose que les méthodes de visite existent pour toutes les expressions et instructions autres que celles qu'on vous demande de recoder ici. Alors, bon, vous pouvez regarder justement le code des TP pour vous faire une idée, ou les codes présentés en cours qui détaillent ça aussi. Mais rapidement, visite d'un identifiant. Alors un identifiant, c'est quoi? C'est une variable. Donc on veut connaître, le type checker cherche à connaître le type d'un identifiant. Là on est sur une feuille de l'AST, donc c'est le cas typique où on va pas avoir un appel récursif, parce que si on appelle récursivement à ce moment-là, on ne sait pas à quel moment on s'arrête. Donc ceux qui ont voulu récupérer la sous-expression de l'identifiant pour appeler le visiteur dessus, ça n'a pas beaucoup de sens quand on est sur une feuille de l'AST. Ici, visite IDI, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on sait que c'est codé comme en TP, donc a priori on a une table des symboles. Donc il suffit de faire, on avait une méthode qui s'appelait lookup de... Alors bon, là il n'y avait pas besoin d'être très rigoureux sur le code, mais on peut imaginer i.getName par exemple. Et ce truc là va nous donner un certain type t égale lookup i.getName. Alors idéalement avec un deuxième paramètre qui est celui du bloc dans lequel on se place, current block par exemple. Bon, si vous l'aviez pas mis, c'était pas très important, c'était pas très grave en tout cas. Et ce qu'il fallait, c'était vraiment dire quand on a un identifiant, pour connaître son type, il suffit juste d'aller le chercher dans la table des symboles et de le retourner, turn t. Évidemment, les méthodes de visite du type checker, elles retournent toujours un élément de type type, si vous voulez. Donc ça c'était important, faut pas retourner quelque chose de type node, de type int, bon voilà. Ne plus, c'est juste l'opération binaire plus, donc ça c'est l'appel récursif classique. Donc visite, comment on peut l'appeler, x plus e. Alors qu'est-ce qu'on fait? On récupère le type donné par le visiteur quand il visite les deux sous-instructions, donc t1 égale e point, donc je sais pas, sous-expression gauche, mettons e.left exp.accept de this. Bon, si vous avez mis visite de cette expression au lieu de cette expression .accept, c'était pas, on sanctionnait pas là-dessus, hein. L'important c'était de comprendre qu'il y avait un appel récursif sur l'expression gauche. Pareil avec l'expression droite, et la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien dire si t1 égale int, ça dépend comment on considère l'implémentation des types. Ça, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais disons, imaginons que ce soit des chaînes de caractères, ça, voilà, dans le code c'est le champ d'un enum, voilà. Bon, à la limite peu importe, l'important c'est vraiment la partie algorithmique. Donc il faut que t1 et t2 soient de type int, d'accord, parce que le plus ça reste une addition. Si on regarde le langage, on nous précise pas quel sens ça pourrait avoir de faire une lettre plus une autre. Ok, c'est pas ça, c'était pas autorisé. C'est pas on a bien sûr des expressions de n'importe quel type qu'on peut mettre à gauche et à droite du plus, mais ça c'est la syntaxe. Le typage il doit nous dire ben non, plus c'est une addition, c'est une opération arithmétique. On doit bien vérifier que ce qu'on a c'est des entiers de chaque côté. Donc pour continuer, voilà, on dit ça.
si T1 est de type int et que T2 est de type int, alors qu'est-ce qu'on fait? On retourne un int. Ok, pardon. On retourne un int. Et sinon, eh bien là, on peut mettre... il fallait détecter qu'il y a une erreur. Voilà, bon, ça pouvait être un affichage, un error.add comme dans le code, peu importe. C'est gestion de l'erreur. Et il faut quand même retourner quelque chose. Bon, on pouvait dire soit le type défini pour les erreurs comme dans le code, soit nul éventuellement. Bon, ça avait du sens. Voilà, là il y avait plusieurs façons de le présenter. Tant qu'il y avait un appel récursif du visiteur sur les deux sous-arbres, la vérification que les deux éléments sont bien des entiers, pour moi c'était ok. Troisième partie, le if. Alors le if, on va le faire là sur le côté. Donc if, on revient au langage, c'est ce nœud-là. Okay, donc c'est if, il y a une expression, il n'y a qu'une seule instruction, il n'y a qu'une seule branche, il n'y a pas de else. Et on nous a précisé que les boucles conditionnelles sont implémentées avec des entiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de type booléen. On considère que la condition est bonne et true, si vous voulez, si l'entier qui est utilisé comme condition est différent de 0. D'accord ? C'est ce qui se fait dans certains langages, on en a déjà parlé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on doit visiter une instruction if, appelons-la i. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre la condition. Ok, notre nœud il ressemble à if e zen s. D'accord, c'est ça qu'on doit vérifier. Type te égale i. Alors getExp ou getCond. Enfin voilà, là, pour récupérer ce qui est utilisé comme condition. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Point accept de this. Ok, ça peut être une expression composée, donc on peut être amené à appeler le visiteur pour la vérifier. Et ça doit être un entier. Donc if te est différent de int, alors erreur. Voilà. Erreur de typage, voilà, selon comment vous souhaitiez la présenter. Sinon, on n'a pas pour autant fini. Pourquoi ? Parce que le visiteur type checker doit détecter toutes les erreurs de typage qu'il y a dans le code. Donc, même si S c'est une instruction et que c'est pas une expression avec un type du langage, c'est pas quelque chose de type letter ou int, il faut bien sûr qu'on appelle ce visiteur sur l'ensemble du code. Donc, on doit dire, je sais pas moi, type ts égale s.accept de this. Et même si ce type ne nous intéresse pas, parce qu'a priori c'est forcément une instruction, ça c'est déterminé par la syntaxe, on a besoin que le visiteur aille visiter toutes les sous-expressions qu'il peut y avoir à l'intérieur et qui déclenchent des erreurs à chaque fois qu'il y a besoin de le faire. Qu'est-ce qu'on retourne ? Eh bien, on peut retourner TS, peu importe, si c'est un type pour les instructions, ça marche. Si c'est un type qui représente une erreur, du coup, ça représente l'erreur également. Voilà, ça marche. On pouvait aussi dire type instruction ou instre. Voilà, c'est un type qui n'apparaît pas dans le langage, mais dont on a besoin pour faire l'analyse, pour permettre aux algos de remonter quelque chose à chaque fois. Voilà, je vous renvoie au cours pour les détails. Voilà pour cet exercice 1. Alors, exercice 2, typage formel. Donc on part du langage qu'il y avait sur la première page, toujours. Voyons ça. Donc, les règles de dérivation de typage prennent la forme suivante, blablabla. Donc ça revient à ce qu'on a vu en cours et en TD. On a quelques exemples. On a bien un type pour les instructions, comme dans l'exercice précédent, qui permet de typer ici les déclarations. On a ensuite le type entier, voilà, qui permet de faire des impressions. Voilà, on a le print qui est défini ici comme ne pouvant imprimer que des entiers. Bon, on aurait pu avoir un print aussi pour les lettres. C'est pas très important. Écrivez des règles de typage cohérentes pour les constructions syntaxiques suivantes, to int et to letter. Alors ça c'était
peut-être les plus faciles, on nous dit que c'est des opérations de conversion entre entier et lettres. Donc ça part d'un entier, ça le transforme en lettres. On peut imaginer un cast, une conversion comme dans les langages que vous connaissez. Donc à quoi ça ressemble? Eh bien, si dans un environnement gamma, j'ai une expression E de type int, alors dans ce même environnement, ici on ne touche pas au typage des variables, hein, ça n'a pas d'importance, tout letter de E est de type letter. Ok. Et bien sûr, symétriquement, si j'ai E de type letter, alors tout in de E est de type int. Il n'y avait pas de difficulté particulière. L'affectation, il fallait un peu plus réfléchir, mais c'était dans les TD, dans les cours, donc normalement vous ne devriez pas avoir eu trop de problèmes avec. Affectation, c'est quoi? Eh bien, dans un certain environnement, on doit avoir quelque chose comme x égale une certaine expression. Alors, ça c'est de quel type? X égale E, c'est une instruction. C'est pas une expression, on demande au programme de faire quelque chose, donc c'est forcément une instruction. À quelles conditions c'est bien typé? Eh bien, il faut que X et E soient du même type. Donc on avait vu plusieurs présentations possibles pour ça. Une première, c'est de considérer X comme ayant un certain type T quelconque, et dans le même environnement, il faut que E soit du même type T. D'accord? La présentation alternative, c'était de considérer que X de type T était dans l'environnement et que E était bien de type T dans ce même environnement. Voilà. Et dans ce cas, on mettait X égale E de type T. C'est un peu moins pratique, ça permet de fixer le fait que c'est une variable au niveau de l'environnement. Bon, voilà, il y a des détails de présentation qui font qu'on peut préférer une version à l'autre, mais j'acceptais les deux. Le while, alors le while pas très compliqué si vous aviez le if en tête par exemple. Qu'est-ce que une instruction de type while s. Donc ça c'est pourquoi je l'écris comme ça, parce que j'utilise la syntaxe qui est présentée dans l'énoncé. Eh bien, while, une expression, une instruction. Comment on type ça bien? Eh bien, il faut que dans le même environnement, S soit une instruction. D'accord? Normalement, c'est déterminé par la syntaxe, mais pour qu'on puisse remonter dans l'arbre, il faut quand même décomposer ça. Et que E soit du type des conditions. On a vu que les conditionnels, enfin les conditions, que ce soit pour les if ou pour les while dans ce langage, étaient représentées par des entiers, tout simplement. Et séquence d'instructions. Alors, séquence d'instructions, si on revient au langage, on voit que ça correspond forcément à cette ligne-là, où on peut avoir un certain nombre d'instructions, entre 0 et autant qu'on veut. Eh bien, à quoi ça correspond? Eh bien, il faut qu'on ait dans un certain environnement une instruction, mettons I1 de type instruction, et jusqu'à IN par exemple, instruction. Il fallait, si vous me donniez la règle binaire, c'était que partiellement bon pour composer deux expressions, c'est ce qu'on a vu dans le cours et dans le TD, mais si on veut le faire avec autant de prémices qu'on veut, c'est-à-dire avoir un seul constructeur pour mettre autant d'instructions à la suite, ce qui correspond plus à ce qui est fait en pratique dans les langages et ce qui est dans la syntaxe de l'énoncé, il faut une instruction avec un nombre de prémices variable. Ça, on a vu que ça existait pour les tableaux, les choses comme ça. Et donc, dans ce cas-là, on a bien I1, point virgule, I2, qui est aussi de type instruction. Donc voilà, ça c'était, si vous aviez ça, c'était top. Alors on a bien sûr le cas où n peut être égal à 0, mais on s'en fiche, ça nous crée juste un bloc vide, ça pose pas de problème au niveau du typage. Donc voilà pour cette question 2, il ne nous reste plus que la dérivation. Alors attention à la dérivation, c'était tout le programme qui était sur les deux lignes. Il y en a qui ont zappé cette partie-là, c'est une lecture un peu trop rapide de l'énoncé, c'était dommage. Alors, cet extrait de programme, comment on en écrit la dérivation? Déjà, là on a affaire à une séquence d'instructions. Donc, ce truc-là, c'est forcément de type int. Alors, dans quel environnement c'est de type int? Eh bien, est-ce qu'on a des variables qui sont non déclarées? Est-ce qu'on a des variables libres dans ce bout de code? Là, on a quoi comme variable? On a a,
mais non ça va, A est déclaré dans un bloc parent, on a X qui est déclaré aussi dans un bloc parent, Y qui est déclaré dans le même bloc, donc on n'a pas de variable libre, ce qui veut dire que on peut dériver ce bout de programme dans un environnement vide. Ok. Alors on a une séquence d'instructions, mais on voit que ces instructions, c'est un cas particulier où on a des déclarations. Donc ici, la règle la plus pertinente à appliquer, c'est la règle pour les déclarations que je vous avais donnée ici. Donc cette règle, elle me dit que si j'ai un bout de programme qui se dérive à la suite d'une déclaration, eh bien, je peux dériver ce bout de programme tout seul, simplement en rajoutant la variable avec son type dans l'environnement. Et donc là, je me retrouve avec letter A suivi de while x, ainsi de suite. Là, je peux appliquer la même opération, donc une déclaration, que maintenant, on peut commencer à analyser la boucle while dans l'environnement où je connais le type de x et de a. Donc, while x, clac, clac, clac. Bon, j'abrège un peu, hein, c'était autorisé. Maintenant, j'ai pas le choix. Il faut que j'applique la règle du while. Là, avec ce constructeur, j'ai qu'une seule possibilité. Autant tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait faire séquence d'instructions ou déclaration. Si vous utilisiez la règle de séquence d'instructions, vous étiez forcément bloqué après. Quelle que soit la façon dont vous l'ayez présenté, si vous ne mettiez pas les déclarations dans l'environnement à un moment, ça ne pouvait pas marcher. Donc le while, c'est celui qu'on a codé tout à l'heure. J'ai effacé la correction, revenez en arrière dans la vidéo, mais ça nous demandait simplement que la condition soit un entier. Alors, pardon, j'ai oublié ici ce qu'on a, c'est bien des instructions. Hein. Il ne fallait pas oublier de mettre le type sur chacune des lignes. Le but de ces dérivations, c'est de déterminer le type à chaque étape. Donc si vous avez fait une décomposition sans préciser le type, c'était à côté. Donc, comme pour la plupart de ces règles de décomposition, sauf la déclaration, je reproduis l'environnement, letter, et donc dans le même environnement, x de type int, a de type letter. Là, comme on récupère plusieurs fois le même, vous pouviez l'abréger en gamma ou autre. Certains l'ont fait, c'était bien sûr permis. Et là, on voit que si je veux compléter ce sous-arbre, j'ai plus rien à faire, parce que le fait que x soit un entier, eh bien, c'est donné dans l'environnement. Donc ça, c'est notre règle pour les variables. Donc ça, cette branche-là de l'arbre est fermée. On a terminé. On continue. Donc ensuite, j'ai le corps du while. Donc int y égale x print. Voilà, je recopie pas tout. Hein. Donc ça, c'est... Bon, là, pour le coup, j'ai encore une déclaration. Donc ça me permet de mettre en plus de x et de y, en plus de x et de a, pardon, le y de type int dans l'environnement. D'ailleurs, là, je vais m'autoriser une petite notation. Je vais dire que cet environnement, je l'appelle gamma. Voilà. Et donc là, j'ai le y égale x et le print. Donc là, cette fois, j'ai une séquence d'instructions. Donc on peut imaginer les accolades autour. Une séquence d'instructions standard. Donc pour appliquer cette règle-là, eh bien là, à nouveau, je vais donner avec ma solution, mais selon la règle que vous aviez définie pour la séquence d'instructions dans la question précédente, les présentations pouvaient varier un peu. Il fallait que ce soit cohérent avec ce que vous aviez mis et correct pour le typage. Mais voilà, tout ça c'est toujours des instructions. Donc là j'ai deux instructions à typer, les deux qui me sont présentées ici. Alors la première c'est y égale x, donc c'est bien une instruction comme on l'a vu. Et la seconde, print de, alors c'est quoi? X plus to int de a. Alors ça, je dois le faire dans le même gamma, d'accord, qui me permet de typer autant d'instructions que je veux si j'utilise la règle que j'ai définie moi un peu plus tôt. La règle pour l'affectation y égale x, bien, il fallait utiliser celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc là,
celle qu'on a définie tout à l'heure, pardon, moi je vous ai dit, il faut juste que y et x soient du même type. Donc dans cette présentation, on a y, on sait qu'il est de type int, c'est donné dans l'environnement gamma ici, et x, pareil, c'est donné dans l'environnement, donc c'est des règles variables qui permettent de finir cette partie de l'arbre également. Le print, donc on utilise la règle de tout à l'heure, pardon, j'ai oublié de mettre le nom des règles, ici c'est la règle séquence, ici c'est la règle affectation, et ici ça va être la règle. Donc la règle print, comme on a dit tout à l'heure, elle demande juste à ce que ce qu'on imprime soit un entier. Okay, c'est une règle de print qui marche que pour les entiers. Donc ici pas de problème, on voit que ça va marcher hein, puisque x est un entier dans l'environnement et que toInt c'est un opérateur de conversion qui prend une lettre et qui la caste en int, et a est bien de type lettre dans l'environnement. Dans gamma, donc a priori on devrait s'en sortir. La règle pour l'addition, elle nous dit que je dois avoir un int de chaque côté, x de type int, ça c'est bon, c'est dans l'environnement, et toInt de a de type int, pareil, c'est pas dans l'environnement, mais on a notre règle de toInt qui nous dit que si a est de type letter, alors sa conversion donne un int avec ce constructeur, et là par contre c'est dans l'environnement puisque le a de type letter il est dans gamma, on le voit ici. Ok, alors je le mets en entier pour que vous puissiez la voir. Hop, voilà, donc si vous voulez regarder, c'était ça. Les abréviations étaient autorisées, voilà, il y avait des petites nuances par-ci par-là, notamment pour l'affectation, vous pouviez utiliser la variante de la règle que je vous ai présentée, si c'est celle que vous aviez définie. Donc ça c'est pour l'exercice, c'est pour la question 2 de l'exercice 3, et puis c'est tout, on a fini. Voilà pour cette correction, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous permet de comprendre là où vous avez pu faire des erreurs, ou là où vous avez des doutes, ou de préciser certains points qui n'étaient pas clairs avec les cours et les TP. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par mail. Voilà, ce que je vous demande, je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment d'avoir un peu de recul sur ces choses-là, de comprendre comment ça peut être utilisé et adapté. Les détails de la syntaxe ne sont pas forcément cruciaux, mais il faut bien comprendre ce qui est en jeu dans le typage, sur quoi se basent les algorithmes, quelle est la structure qu'ils utilisent en général, et voilà. Donc je vous souhaite de bonnes révisions pour la suite et en vue des prochains contrôles, et moi je vous dis à bientôt.